Bonjour et bienvenue à l'Office de tourisme Cosses et Gorges de l'Aveyron. Nous sommes ici chez Paul Trichet, luthier à la Guépie. Bonjour Paul. Bonjour. Depuis combien de temps vivez-vous sur le territoire? Depuis 4 ans, je suis arrivé en 2019. Et pourquoi avez-vous choisi de vous installer ici? Alors, on a trouvé un logement et puis un atelier sur la Guépie. Et c'est un village qui nous a beaucoup plu. On arrivait de Saint-Antonin avant et encore avant, on était installé sur Paris. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé en arrivant, une anecdote, un paysage? Pourquoi la Guépie? Alors, pourquoi la Guépie? Oui, un paysage peut-être, la rivière, la plage, le château, tout le cadre de vie qui va avec le village. Voilà. Avez-vous une citation favorite? Alors, j'ai pas spécialement une citation favorite. J'aime bien peut-être la chance ne sourit pas à ceux qui lui font la gueule. Ça vient d'une chanson, voilà, de la rue qui est à nous. C'est pas une référence très littéraire, mais ça me parle. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup de vos coups de cœur sur le territoire, vos lieux favoris, vos activités préférées, votre restaurant, un marché peut-être? Alors le marché, ici on a la chance d'avoir plusieurs marchés dans la semaine et puis une foire une fois par mois, donc on peut faire nos courses là sur le marché. Après on aime bien de temps en temps aller sur le marché de Najac par exemple ou sur le marché de Cordes-sur-Ciel. Après il y a aussi le marché de Saint-Antonin qui est très réputé et on y allait beaucoup quand on habitait à Saint-Antonin évidemment. Alors nous allons parler un peu plus de votre travail. Quelle est votre activité? Alors donc moi je suis luthier et je suis spécialisé dans la restauration des instruments du quatuor. Donc, ce qu'on appelle le quatuor, ce sont les instruments à cordes frottées, le violon, l'alto et le violoncelle. Et je me suis consacré à vraiment la partie réparation, restauration de ces instruments-là. Et du coup, comment travaillez-vous? Comment les personnes vous trouvent, vous amènent à réparer? Alors moi je travaille essentiellement pour d'autres luthiers. Alors ce qu'on appelle parfois en sous-traitant, ce qui me permet de rentrer des travaux des fois un petit peu longs et un peu on va dire complexes, enfin, plutôt longs à réaliser, pour d'autres luthiers qui n'ont pas toujours le temps dans leurs ateliers de ville, avec beaucoup de passages, avec beaucoup de clientèle, le téléphone qui sonne à longueur de journée, ils n'auront pas forcément le temps de faire certaines grosses réparations, parce que ça nécessite des fois beaucoup de journées, beaucoup de semaines de travail sur un seul instrument. Et donc moi, le fait de pouvoir être un peu plus au calme ici, ça me permet de faire ces restaurations-là et ensuite de livrer à mes clients qui sont donc des luthiers pour la plupart. Bien que depuis donc l'année dernière, on est installé ici dans le village avec notre vitrine et donc il y a petit à petit un petit peu de clientèle locale. Des musiciens du coin qui viennent pour apporter leur instrument, des curieux qui viennent pour visiter l'atelier. Et donc l'idée c'est un petit peu de diversifier aussi l'activité. Et du coup, les violons qu'on vous apporte viennent un peu de partout en France, dans le monde peut-être? Alors dans le monde, non. J'ai pas encore une réputation internationale. Et je n'aspire pas spécialement à ça, mais alors oui, un petit peu partout en France. Je travaille pour des confrères qui sont sur Toulouse, sur Montpellier, sur Paris, beaucoup. Donc voilà, ça c'est pour les collègues, on va dire luthiers pour qui je travaille. Et puis après, par contre, si c'est des clients plutôt locaux, donc ça va être des gens qui rayonnent aux alentours de la Guépie, quoi, dans un petit périmètre, puisque de toute façon, après, on va se rapprocher d'autres grosses villes où il y aura des luthiers installés, et donc les musiciens auront plus accès à ces ateliers-là. Oui, j'allais vous dire, comment voyage un violon du coup qui vient de plus loin que... Est-ce que c'est un musicien qui vous l'amène lui-même? Est-ce que le luthier en question avec qui vous sous-traite du coup l'amène lui-même? Alors il y a plusieurs cas de figure. Ça peut être, admettons, si c'est pour un luthier, ça peut être un instrument à lui qu'il a dans son stock, mais qui est très cassé et il veut pouvoir le réparer, le remettre en état pour lui-même le vendre. Donc là, je vais lui faire sa réparation. Ou ça peut être aussi un client à lui. Donc là, on va parler clairement de sous-traitance. Donc ça va être un client, deux clients. Donc là, soit on me l'amène à l'atelier, soit c'est moi qui me déplace pour aller chercher l'instrument. Après, quand c'est des clients, des musiciens qui viennent en direct,
comment l'instrument voyage, et ben il Non, voyage c'est eux dans qui sa l'amènent. boîte et c'est le musicien qui l'amène D'accord. par ses propres moyens jusqu'à moi à l'atelier. Donc D'accord. en général, on m'appelle pour prendre rendez-vous, on fixe un rendez-vous à l'atelier et ça se passe comme ça. En direct, ok. Quel est le processus du coup de réparation, puisqu'on fait de la réparation? Alors le processus de réparation, alors il consiste déjà à écouter le client, savoir ce qu'il a envie de faire, quelle réparation il veut faire sur son instrument, diagnostiquer les problèmes, les cassures à réparer, le conseiller, déjà lui présenter un peu une direction de ce qui est possible de faire sur l'instrument. Si ça vaut la peine ou pas de le faire, parce que des fois on se rend pas compte, mais des fois il y a des réparations qui peuvent être assez onéreuses, et la question c'est toujours si la valeur de la réparation dépasse la valeur de l'instrument. Malheureusement des fois ça vaut pas toujours la peine de faire de grosses réparations sur des instruments qui n'en valent pas la valeur. Ensuite, c'est comme n'importe quel artisanat, on établit un devis, le client accepte le devis, on fait les travaux, on livre la réparation, voilà. Du coup, ça amène des fois à démonter complètement un violon. Ah oui, complètement, ouais. Donc sur des instruments qui sont beaucoup cassés, moi j'aime bien déjà commencer par ouvrir l'instrument. Alors on demande toujours l'accord du propriétaire s'il est d'accord d'ouvrir l'instrument pour y voir plus clair à l'intérieur, pour ensuite établir le devis. Ça permet de voir en détail tous les travaux et de ne pas avoir de mauvaises surprises une fois que l'instrument sera ouvert. Mais c'est vrai qu'on est presque systématiquement amené à ouvrir les instruments et à les démonter en partie ou complètement pour pouvoir accéder à l'intérieur et faire toutes les pièces de réparation, les doublures, les renforts, etc. avant de refermer l'instrument et de le remonter et de remettre des cordes dessus pour qu'il soit à nouveau jouable. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier, du coup, d'un point de vue sensoriel? Alors d'un point de vue sensoriel, oui, c'est évident on fait appel au sens dans notre métier, puisque déjà on regarde beaucoup. Des fois même on se fatigue les yeux parce qu'on regarde des toutes petites choses, des tout petits détails. Ensuite le toucher, parce que évidemment on est au contact de la matière et de l'outil. Qu'est-ce qu'on a? Évidemment l'audition, l'ouïe, puisque ce sont des instruments de musique, c'est peut-être le sens qu'on va développer un petit peu plus par rapport à un autre artisanat qui pourrait être assez proche. Je pense par exemple à la menuiserie ou à l'ébénisterie. Voilà, on a des outils qui sont communs. On a un matériau qui est le même, le bois. Et c'est vrai que nous on a cette finalité musicale qui est quand même l'essence du métier. Et vous êtes musicien vous-même déjà? Alors un petit peu musicien, ouais, un petit peu musicien. J'ai commencé par la guitare, ensuite j'ai appris un petit peu le violon aussi, dans le but de m'orienter vers la lutherie toujours. Voilà. Et comment on se dirige en fait vers ce métier-là? Quel a été le moteur en fait Alors moi, ça a été la pratique de la guitare depuis que je suis petit, qui m'a toujours un petit peu attiré vers l'instrument m'a toujours beaucoup plu. Je me suis toujours dit qu'un jour j'en fabriquerais ma guitare. Voilà, c'était un petit peu un rêve dans un coin de ma tête. Mais j'ai toujours pensé que c'était inaccessible pour moi parce que j'imaginais la lutherie comme réservée à une élite de musiciens, on va dire de bons musiciens forcément. J'imaginais qu'il fallait être un virtuose pour pouvoir, d'abord en musique, pour ensuite pouvoir faire de la lutherie. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le cas. J'ai fait de l'ébénisterie pendant plusieurs années, une dizaine d'années. Et puis, un beau jour, j'avais toujours cette idée de lutherie qui me restait dans la tête. Et je me suis dit, mais pourquoi pas me réorienter? Je suis pas trop vieux. Donc, j'ai cherché des formations. J'ai cherché ce qui existait. Je me suis fabriqué donc ma guitare. Voilà, j'ai réalisé, on va dire, mon rêve. Et ça m'a permis, en réalisant cette guitare, d'aller rencontrer des luthiers, d'aller faire des stages, d'aller chercher un petit peu les centres de formation qui existaient. J'ai rencontré l'école de lutherie de Mirecourt au fil de mes recherches.
Donc l'instrument, le violon, parce qu'à l'école de lutherie Mirecourt, on fabrique pas les guitares, on fabrique les violons, alto, violoncelle. Et là, ça a été un peu une révélation en quelque sorte pour ce métier-là. Et donc, je me suis aussi lancé dans la pratique musicale du violon. J'ai pris des cours. Ça a été très difficile parce que c'est vraiment pas un instrument facile à apprendre, surtout quand on a déjà 20 ou 25 ans. Enfin, en ce qui me concerne. Et puis voilà, ça a été vraiment un coup de cœur pour ce métier-là. Et puis ensuite, après quelques années, après le diplôme, donc à l'école de lutherie qui dure 3 ans, et ben je me suis encore plus orienté vers la restauration. Donc c'est une branche, on va dire, du métier de luthier. C'est un très beau métier. Il y a plusieurs branches, il y en a pas 200, mais voilà. Chacun sa spécialité. Il va y avoir la fabrication pure d'instruments, la restauration, et puis il y en a qui vont peut-être faire un peu les deux. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les ateliers, on va dire généralistes, comme on peut trouver dans les grandes villes, où là, on peut aussi avoir une pratique plus commerciale du métier, en faisant de la location d'instruments pour les jeunes qui apprennent la musique dans les écoles de musique ou dans les conservatoires, en faisant de la vente, en faisant du réglage, en faisant de l'entretien, voilà, etc. C'est ça qu'on appelle un atelier généraliste. D'accord. Est-ce que chaque violon, en fait, que vous avez, parce qu'ici il y en a plusieurs dans le local, est-ce qu'on peut dire que chacun a son âme propre? Ils ont chacun leur histoire, j'imagine. Alors oui, chacun a son âme propre. Déjà, c'est une bonne question parce que dans un violon, il y a une âme. Ce qu'on appelle l'âme dans le violon, c'est un petit cylindre de bois qui est maintenu, coincé entre la table et le fond. Donc voilà, déjà la question, je ne sais pas si c'est par hasard. Ouais, presque. Donc ça tombe plutôt bien. Donc oui, chaque instrument a son âme propre, puisque voilà. Après, oui, c'est des instruments qui pour la plupart ont été fabriqués à la main, même presque tous fabriqués à la main. Donc ils ont tous leurs petites particularités. Voilà. Après, il y a beaucoup d'instruments qui ont été fabriqués quand même en série dans des gros ateliers manufacturés toujours. Mais qui vont pas avoir spécialement une valeur artistique, on va dire, propre. Et puis il y a des instruments qui sont des instruments d'auteur, qui sont des instruments signés, et là qui vont vraiment avoir leur typicité, comme un tableau ancien par exemple. Voilà, Et oui, je vois celui que vous m'avez montré tout à l'heure, 1700... 1772, 72 ou 13, on n'arrive pas vraiment bien à lire sur l'étiquette, il faudrait revoir sur le certificat. Mais oui, voilà, il y en a des instruments qui sont du 18e ou même avant et qui nous arrivent des fois dans des états de conservation assez bons, étonnamment, par rapport à la fragilité apparente de l'instrument. On a quand même des instruments qui ont traversé les siècles, et c'est ça qui est assez impressionnant et qui continue à être joué, à proposer de la musique, voilà. Donc c'est ça qui me plaît aussi dans la restauration, c'est de continuer à passer ces instruments-là dans le temps et les remettre en état pour qu'ils continuent leur vie, quoi. Quels sont vos projets pour l'avenir? Projet pour l'avenir, alors faire grandir mon fils le mieux possible. Déjà, voilà, avec de la musique. Avec de la musique, s'il veut. On essaiera de lui proposer, bien sûr, mais ce sera s'il veut. Et puis continuer de venir ouvrir cet atelier là dans lequel on est bien. Alors oui, justement, cette boutique, on peut passer vous faire un coucou, admirer votre métier, sans trop vous faire perdre de temps, parce que c'est quand même un très bel atelier. Non, on ne fait pas perdre de temps. C'est vrai que c'était un peu la question. Moi, j'avais déjà mon atelier avant de venir ici. L'atelier était chez moi, donc il n'était pas visible, on n'avait pas de vitrine. Je me suis posé cette question, évidemment, en arrivant ici. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de passages? Est-ce que je vais devoir m'arrêter plusieurs fois par jour? Est-ce que ça va impacter mon temps de travail, etc. Est-ce qu'il faudra du coup repenser un petit peu mon activité pour ça? Alors,
Un petit peu, oui, mais on reste à la guépille, on n'est pas rue de Rome à Paris. Il n'y a pas des touristes qui s'arrêtent toutes les 5 minutes pour venir prendre des photos d'un travail ou qui viennent nous poser des questions. Donc non, sur tout le volume horaire, ça représente une petite partie. Voilà, ça reste du partage. Donc ça reste du partage et ça reste très agréable, au contraire. Mais c'est vrai que ça m'invite aussi quand même à diversifier un petit peu l'activité parce qu'on vient me demander aussi de faire un réglage sur un violoncelle, de changer une corde, de remplacer une cheville, de faire un chevalet, de venir réparer une petite cassure. Donc plutôt de l'entretien, on va dire, courant. Et moi, ça me plaît aussi de diversifier et de répondre à cette demande-là aussi locale, voilà, avec grand plaisir. Merci Paul, merci pour votre accueil et à bientôt pour de nouvelles aventures singulières. À bientôt, merci à vous.